Bonjour et bienvenue dans l'émission de l'URPS Pharmacien d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une discussion extrêmement importante, l'exercice coordonné, une plus-value pour le pharmacien. Alors on sait que souvent le pharmacien est une des portes d'entrée, si ce n'est la porte d'entrée principale dans le système de santé. Maintenant, son rôle s'inscrit dans une répartition des compétences entre les différents acteurs et ses missions n'auraient pas pu évoluer s'il n'y avait pas eu ce développement formidable de l'exercice coordonné. Alors, première question pour vous, Kevin Phalippon. Vous êtes vice-président de l'URPS Pharmacien Rhône-Alpes. Merci pour votre accueil. Où en est-on de cette mise en œuvre de ces nouvelles missions qui ont récemment continué à évoluer, puisqu'on a vu la capacité pour le pharmacien de prescrire les vaccins, pas seulement de les injecter, de prescrire les traitements des cystites ou de réaliser des tests de dépistage. Oui. Ça fonctionne, ça a pris ? Oui, ça a bien pris. Le terreau était pluriprofessionnel sur les protocoles cystites et angines. On peut donner deux chiffres importants. Au national, on a plus de 200 000 TROD, donc tests rapides d'orientation diagnostic cystique, qui ont été réalisés au niveau national. On en a eu plus de 700 000 au niveau national également sur l'angine. Donc c'est quand même un succès qui est important. En peu de temps, on a une généralisation qui est relativement récente. Ça date des lois entre guillemets dites bornes. Donc on parle d'une temporalité relativement récente. C'est un superbe succès. Sur la vaccination, c'est pareil. C'est relativement récent, mais on a commencé par les injections, puis maintenant on est dans la prescription vaccinale et on se rend compte que sur pas mal de structures, les équipes commencent à se former et prescrivent, s'emparent de la mission de plus en plus. On a des chiffres très intéressants. Moi, je vois sur mon officine, sur ma maison de santé, on est à 300% d'augmentation sur le vaccin pneumococcique. On a doublé par les rappels de DT polio. Donc, on se rend compte qu'en effet, on a quand même une certaine efficacité en faveur des patients et de la santé publique. Alors, ça n'a pas encore pris pour la grippe. On espère qu'à la prochaine saison, les choses vont se développer. Alors, Emmanuelle Barlerin, c'est intéressant d'avoir votre point de vue parce que vous êtes infirmière. Vous êtes coprésidente d'Avec Santé, c'est la fédération des maisons et pôles de santé au niveau national. Vous êtes coprésidente de la fédération au niveau régional. Alors, où en est-on en termes de présence des pharmaciens dans les maisons de santé pluriprofessionnelles au niveau national et puis peut-être dans votre région, si vous avez les chiffres? Alors, on est à peu près à 2700 maisons de santé qui sont construites en France, en tout cas équipes de maisons de santé labellisées. Par rapport au plan 4000, déjà, on sait qu'il y a encore du travail, mais on a bien avancé déjà. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de la moitié des maisons de santé qui intègrent des pharmaciens dans leur équipe. Donc ça, c'est déjà un élément qui est très important. Et on sait aussi qu'il y a une pharmacie sur deux qui signe un protocole de soins ou d'organisation avec les pharmaciens. Donc pour nous, les pharmaciens sont des professionnels de santé qui sont extrêmement importants dans nos équipes, puisqu'ils ont une place centrale, ils ont un rôle central Mais justement, dans cette organisation. décrivez-nous un petit peu ce type de place que le pharmacien a. Et puis c'est intéressant aussi de voir ce binôme, puisqu'on parle de pluriprofessionnalité entre infirmières et pharmaciens. Alors, c'est un rôle qui, au départ, était peut-être pas forcément très bien compris, parce qu'on parlait plutôt d'officine et non pas de pharmacien. Donc ça, c'est déjà quelque chose sur lequel on est ravis qu'il y ait eu des avancements. Le pharmacien, son rôle, il est au même titre que le médecin, que l'infirmier, que les kinés, etc. Une place extrêmement importante pour le patient, puisqu'il peut être usager avant d'être patient. Donc le pharmacien peut être à la rencontre des personnes qu'on ne voit pas, nous, les médecins ou les infirmiers ou les kinés. Parfois, on rentre dans l'officine tout simplement pour aller chercher une crème pour son bébé ou pour autre chose. Et en fait, on ressort avec plein de conseils. Le pharmacien a un rôle très important dans le conseil apporté aux patients ou aux usagers et un rôle de prévention. Très important aussi, un rôle de coordination, puisqu'il est au cœur justement de la prescription, l'effecteur du domicile et au milieu de tout ça, on a le pharmacien qui va délivrer, qui va expliquer, commencer d'expliquer et avoir un rôle très important dans l'éducation thérapeutique également. Donc nous, c'est vraiment une profession et un partenaire de choix. Voilà, Il a un rôle aussi d'orientation pour
adresser le patient au bon Voilà, professionnel aux de bons santé. professionnels de santé, notamment avec les délégations maintenant qui existent et les protocoles de coopération, ou aussi pour le maintien à domicile, parce que il va y avoir aussi tout le côté conseil du maintien à domicile, qui ne serait pas juste de la délivrance de médicaments, mais plutôt de l'équipement pour un maintien à domicile efficace, on va dire. Alors, Oui, et pour ajouter à ce que dit Emmanuel, le pluripro permet de structurer, je dirais, ce triptyque qui est infirmier, pharmacien, médecin, qui à l'époque était peut-être s'organiser de façon plus artisanale. Ouais. Nos infirmières libérales, on les voit tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour. Et le pluripro, ça permet d'organiser tout ça. C'est vraiment l'équipe de soins primaires et qui est très très importante et qui est vraiment du quotidien. Donc en faveur des patients. Alors, Daniel Jean Rigaud, vous êtes coprésident d'une CPTS, la CPTS de Yenne. Ce serait intéressant de voir votre point de vue sur... On a vu ce développement de la pluriprofessionnalité, mais il y a encore certains freins qui existent, des freins administratifs, ou est-ce que finalement c'est fluide? On voit bien que la coopération fonctionne bien sur le terrain, mais tout n'est pas forcément simple, si. Alors c'est ce que je dis toujours, c'est que on le met en place de concert, c'est-à-dire que quand on a lancé les protocoles en juillet 2022, on a fait en sorte d'intégrer et les pharmaciens et les infirmières. C'était pas une délégation de tâches spécifiquement pour les pharmaciens, mais on a intégré parce que il y a deux parties. Moi, je dis toujours, il faut, avec les infirmières notamment, il faut collaborer sans se concurrencer. On n'est pas sur les mêmes terrains. Le domicile doit rester pour les infirmières. On ne va pas s'amuser à les vacciner à domicile, mais on doit travailler de concert. Et après, les protocoles sont quand même assez communs entre nos deux professions. Il faut continuer dans cette voie-là. Nous, on le travaille sur ces protocoles, cystite et angine, qui peuvent être faits par des infirmières. Et on l'a fait beaucoup cette année sur la vaccination, où on s'est coordonné. Nous, c'est vrai que le pharmacien va faire la masse de cette vaccination, mais par contre, tout ce qui est le qualitatif, je qualifierais ça de qualitatif, c'est-à-dire le aller vers à domicile, maintenant, c'est vraiment le rôle de l'infirmière. Elle a son acte qui est clairement identifié et elle doit continuer. Grippe et Covid cette année. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas une grosse épidémie de Covid, mais personne n'est devin pour savoir que ça sera plus ou moins l'une ou l'autre. Mais par contre, on a vraiment travaillé de concert avec les infirmières pour lever tous les écueils, comme vous dites, administratifs, techniques, etc., en préparant les doses pour leur faciliter la tâche, justement, si je puis me permettre, et permettre la vaccination à domicile. Alors, il y a des protocoles dont vous avez parlé, qui sont clairement référencés au niveau national. Et puis, il y a aussi des protocoles spécifiques, plus expérimentaux dans la région, dont un que vous avez mis en œuvre dans les douleurs dentaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors, à la base, ce protocole douleurs dentaires a été fait pour les Corses, parce que les Corses, et puis après étendu à l'île d'Oléron. Alors je prends l'exemple de l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, c'est 25 000 à peu près habitants à l'année et 250 000 l'été. Donc on s'imagine bien qu'avec un dentiste ou deux, ça va être difficile de voir tout le monde. Compliqué. Et de voir tout le monde dans les temps, c'est-à-dire tout de suite maintenant, quand on a une douleur dentaire, qu'on est touriste qui arrive, on veut être pris en charge le plus rapidement possible. Donc ce protocole, l'idée, c'est de raccourcir la prise en charge, de bien orienter et de permettre au pharmacien ou à l'infirmière, c'est ce qui se passe sur l'île d'Oléron, de pouvoir déjà connaître ses limites. Des fois, il y a besoin, c'est une urgence urgente, donc d'orienter vers des services d'urgence, les centres 15, ce qu'on appelle maintenant le SAS, et les soins non programmés, mais aussi de permettre au pharmacien ou à l'infirmière de prescrire un antibiotique, un antidouleur de palier 1 ou 2, pour permettre justement aux patients d'attendre le temps qu'un rendez-vous puisse être pris chez le dentiste. Donc ça, c'est vraiment expérimental. Nous, on essaie de le mettre en place cette semaine. Sur l'île d'Oléron, par exemple, ils en ont fait déjà 120. 120 patients. 120 patients qui sont passés et à qui on a pu permettre de soulager cette douleur qui est souvent intense, pulsatile, enfin on ne va pas la refaire, mais qui nous gêne énormément. Et donc l'idée, c'est que, voilà, mais ça, on agit en pluriprofessionnalité, c'est-à-dire que là, on travaille avec un chirurgien dentiste qui nous permet cette délégation de tâches et qui va, en échange, s'engager à prendre le patient. Il a fallu avoir une dérogation de la part de l'Agence régionale de santé pour permettre
la délivrance sans prescription d'antidouleurs ou d'antibiotiques? Oui, parce que c'est quand même... moi, j'ai fait valider le protocole par l'Agence régionale de santé. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait un référent régional en chirurgie dentaire qui a validé le protocole. On a fait des petites modifications par rapport à l'île d'Oléron, notamment sur les systèmes d'information, puisque à l'issue de chaque entretien, on va dire, on envoie un message sécurisé au chirurgien dentiste pour l'avertir. Donc voilà, on a travaillé et on a été validé. Nous, dans mon département, la Savoie, on s'imagine bien que, notamment en station de ski, ce type de protocole pourrait être des plus intéressants. On a des augmentations de population très importantes, des systèmes de santé, des systèmes d'urgence souvent surchargés. Chez nous, vraiment, c'est affiché de partout. Ne venez pas aux urgences directement, appelez le 15. Donc, l'accès aux soins est un petit peu différent. Donc, si on veut faciliter cette approche-là, c'est vrai que le pharmacien, comme on l'a dit, est vraiment la porte d'entrée aujourd'hui du système de santé et permet d'avoir des réponses. Nous, le pharmacien lambda aujourd'hui donne quoi? Du Doliprane et de l'ibuprofène. On nous a dit que l'ibuprofène, c'était plus très bon. Donc, voilà, on a une approche différente, plus scientifique, plus médicale, on va dire, de la douleur dentaire. Alors ça, c'est le point de vue des pharmaciens. C'est intéressant de voir le point de vue de la présidente de la fédération. Vous avez quelques exemples à nous donner pour nous montrer la valeur créée pour les patients et aussi pour les professionnels, parce que c'est un phénomène d'attractivité de travailler ensemble. Quelques exemples concrets à nous donner. Alors nous, on a travaillé sur un protocole qui s'appelle « Arrêtons de gaspiller les médicaments non utilisés ». Justement, avec la pharmacienne de ma maison de santé, on a tout simplement réfléchi et on s'est dit, on est 4 cabinets infirmiers, aucun ne fonctionne de la même façon, notamment quand on va à domicile pour mettre en place la surveillance hebdomadaire et l'organisation du pilulier. Et en fait, par exemple, dans mon cabinet, on utilisait le code NPD. Celui de mes collègues, c'était le petit rond, on donne le médicament, la petite croix, on ne la donne pas. Enfin bref, c'était un peu compliqué pour la pharmacienne. Et du coup, on s'est mis tous autour de la table pour dire comment on procède, les unes et les autres, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer. Et on en a défini que le code NPD, qui veut dire ne pas délivrer, simplement, est un code du coup qui est utilisé sur toutes les ordonnances prescrites donc, par les médecins, d'ailleurs hospitaliers ou de l'équipe, mais simplement la pharmacienne ne délivre pas ces médicaments-là. Qu'est-ce qu'il en résulte ? Parce qu'ils ne sont pas nécessairement pris par le patient pour faire des économies, voilà. La santé environnementale. Exactement, exactement. Et puis parce que voilà, on en a des pleines pharmacies de laxatifs, d'antidouleurs qui ne sont pas nécessaires à ce moment-là, mais qui ont été prescrits parfois aussi par les médecins dans un souci d'éviter de reconsulter quand il y a une petite douleur qui apparaît et qui est connue, ou quand il y a une problématique en effet de constipation. Donc dans un souci d'éviter des allers-retours chez le médecin qu'on pourrait juger peut-être inutiles. Il y a des prescriptions dites si besoin. Et en fait, si à chaque fois elles sont renouvelées, on a des pharmacies entières. Donc voilà, sur un plan économique, environnemental et dans un souci aussi... Et risque de iatrogénie. Risque de iatrogénie et dans un souci de faire notre travail tous ensemble correctement pour l'usager, parce qu'il y a beaucoup aussi d'erreurs, en effet, comme vous le dites, les patients, on croit qu'ils savent ce qu'il y a de marqué sur leur ordonnance, mais en fait... il y a des erreurs, beaucoup. Alors, donc voilà, on est parti. Pour les pansements, par exemple. Ça va faire plaisir au ministre de la Santé, qui gentiment a accepté de participer à notre émission. Vous le verrez, c'est le quart d'heure de publicité pour que vous allez voir la vidéo du docteur Yannick Noder. Est-ce que ce type de protocole peut être amené à être étendu à l'échelon national? Moi, je pense que oui. Alors oui, parce qu'il y a un projet de loi qui a été déposé sur les pansements, qui reprend exactement la même idée, c'est-à-dire qu'en sortie d'hôpital, le pharmacien ne délivrera qu'une semaine de pansement, parce qu'on s'est aperçu tous, les infirmières libérales et les pharmaciens de fine, qu'il y avait un gâchis incroyable, et donc on donne une semaine, et après, ça sera l'infirmière référente du patient qui prescrira uniquement ce dont elle a besoin. Et on n'aura plus, parce qu'en plus, contrairement aux médicaments, ça prend encore plus de place. Exactement. Donc ça prend un volume incroyable, ça coûte de l'argent, et on a ça besoin coûte d'économie. un argent incroyable. Nous, on recycle aussi, on n'en a pas parlé, mais on recycle aussi les pansements, parce qu'un pansement, ça ne se périme pas aussi vite qu'un médicament, on peut très bien le réutiliser. Donc l'idée est reprise au national, on espère
qu'avec Monsieur Nader comme ministre qui connaît bien le sujet, on va reprendre et que ce projet de loi aboutira et nous permettra justement, et là encore on voit, il y a un renforcement du couple infirmier-pharmacien parce qu'on sera obligé de travailler de concert. Et d'ailleurs, sur le sujet du protocole, c'est quelque chose qu'on a développé avec l'assurance maladie aussi pour essayer de faire des duplications. Oui, l'assurance maladie se repose sur les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles. Alors, il y a un pays qui a été encore plus loin et nous avons la chance d'avoir avec nous le professeur Marie-Claude Vanier. Vous êtes professeur titulaire de l'université clinique de l'Université de Montréal et vous exercez dans le cadre des groupes de médecine de famille, ce qui sont nos équivalents de maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, bienvenue, ravi de vous avoir en visioconférence avec nous. Alors, le Québec a été beaucoup plus loin. Nécessité fait loin un petit peu. Ça a commencé en 2015. Vous pouvez nous dire comment c'est arrivé, cette augmentation des missions du pharmacien ? D'abord, enchantée et merci de me recevoir à votre émission. J'ai trouvé très intéressant les discussions jusqu'à maintenant parce qu'on a quand même beaucoup de points communs, notamment un problème d'accessibilité aux médecins. Au Québec, quand vous dites que le besoin crée la fonction, en fait, les GMF ont été créés en fait en 2002. Au Québec, il y a eu une augmentation graduelle du nombre de maisons de santé. Les pharmaciens étaient plus ou moins nombreux. C'était seulement dans quelques maisons de santé ou dans nos GMF là, au Québec. À partir de 2015, la pénurie de médecins vraiment s'est aggravée. Hein. Si on pense dans une grande ville comme Montréal, où moi je pratique, il y a près de 30% de la population qui n'a pas accès à un médecin généraliste pour ses besoins de santé. Alors, le gouvernement a essayé de réfléchir à comment élargir au maximum le champ de pratique des différentes professions de la santé pour répondre aux besoins de la population. Et les pharmaciens ont été vraiment là, une population professionnelle qui a bénéficié beaucoup d'un élargissement de leur pratique. On n'a pas autant de maisons de santé que vous en France. On doit en avoir maintenant des GMF autour de 400 au Québec. Certains qui sont très, très gros avec beaucoup de professionnels à l'intérieur. Et je dirais qu'on a maintenant des pharmaciens d'environ 90%, 95% de ces maisons de santé. Malheureusement, ils ne sont pas présents à temps plein. Le temps de présence est proportionnel au nombre de patients inscrits dans ces GMF et on avait fait une étude, une enquête de la présence des pharmaciens là, il y a 3 ans et on avait une moyenne de présence d'environ 21 heures par semaine dans les GMF. Alors, racontez-nous comment cela se passe, parce que comme en France, il y a des pharmaciens d'officine qui sont liés au GMF, vos MSP, mais vous avez aussi une particularité qui est très intéressante. Il y a aussi un pharmacien au sein de la maison de santé qui a de véritables consultations. Qui envoie les patients voir le pharmacien et quelles sont ses principales activités pour cette espèce de consultation pharmaceutique au sein de la maison de santé ? Ouais. En fait, ce sont dans la majorité des GMF, parce qu'on a quand même des différences entre certains GMF. Là, l'équipe décide de son mode de fonctionnement. En général, ça va être une demande d'un médecin ou d'une infirmière praticienne. Donc, nous, on a des infirmières praticiennes qui ont des pratiques avancées ou des infirmières cliniciennes qui sont dans nos GMF. Et on fonctionne avec des dossiers médicaux électroniques partagés. Donc, au sein de notre GMF ou maison de santé, on partage tous le même dossier et on reçoit des tâches électroniques du médecin, par exemple, un message à l'intérieur du dossier patient, ou bien ils vont parfois tout simplement passer à notre bureau, nous parler d'un patient, de ses besoins et qui aimerait nous référer pour une consultation et un ajustement de médicaments, par exemple.
Mais du coup, vous êtes amené à suivre sur le long terme certains patients chroniques. Oui, oui, absolument. Donc, on a ces patients, souvent, par exemple, je vais prendre un exemple, patient avec troubles de santé mentale, dépression, qui a essayé déjà 2 antidépresseurs, qui a plusieurs effets indésirables. Le traitement ne fonctionne pas comme souhaité. Le médecin va nous demander d'évaluer les options de traitement, de proposer un changement et de faire l'amorce de façon autonome. Donc, de faire prévoir le protocole de passage d'un antidépresseur à l'autre et de faire le suivi et l'ajustement par la suite. On a beaucoup de patients aussi qu'on suivait à l'origine beaucoup par les pharmaciens GMF pour l'anticoagulation, donc nos patients avec de la fibrillation orale ou des patients, fibrillation auriculaire, ou des patients qui ont des histoires de thrombophlébite, d'embolie pulmonaire, qui sont sous anticoagulants et qui ont besoin de prise de sang régulière, par exemple. Et on arrive à les suivre souvent pendant des années. Et ces patients-là, on va suivre en même temps leurs autres problèmes de santé. Donc, s'ils ont de l'hypertension, du diabète, les patients ont accès directement à notre bureau des pharmaciennes dans la clinique. On a une boîte vocale. Souvent, ils vont nous laisser un message et on peut les rappeler plus rapidement que s'il laissait un message pour le médecin qui est souvent plus occupé et qui va avoir un délai de réponse un peu plus long. Alors, ça augmente l'accessibilité là, aux soins pour les patients qui sont inscrits à notre GMF. Ça fait l'objet d'une rémunération du pharmacien, bien évidemment. En fait, ces pharmaciens sont... il y a 2 modes de rémunération au Québec. On a, comme moi, je pratique dans un GMFU universitaire, donc une clinique qui a une mission d'enseignement pour nos futurs médecins de famille, nos résidents en médecine familiale et d'autres stagiaires de différentes professions. Et la plupart d'entre nous, ce qui est peut-être 20% des cliniques de GMF, sommes des employés de l'établissement de santé auquel la clinique est rattachée. Donc, moi, je suis payée, en fait, par l'hôpital pour le temps passé là dans la clinique. Dans les autres cas, ce sont des ententes, des contrats qui sont négociés avec le pharmacien qui vient offrir ses services dans la clinique. Alors, comme je vous disais, la présence n'est pas à temps plein dans les GMF. Alors, plusieurs de ces pharmaciens ont une pratique double, c'est-à-dire qu'ils vont être à la fois pharmaciens d'officine, qui n'est pas une officine nécessairement rattachée avec la clinique de médecine familiale, mais ils vont avoir cette pratique parallèle et pour une portion de leur temps, vont offrir des services directement dans le GMF, mais ceci indépendant de l'autre pharmacie où ils travaillent. Alors, Kevin Phalippon, ça fait rêver, le vice-président de l'URPS, qu'un jour, en France aussi, on puisse être officinal, avoir des consultations pharmaceutiques? Vous reprenez mes mots, ça fait rêver. J'ai eu la chance d'être allé au Québec avec Marie-Claude et de visiter ces installations. C'est clair que ça fait rêver. Je dirais, pour rebondir par rapport à tout ce qu'on dit, je dirais que parfois, le métier d'officinal, notamment quand on sort de 6 ans d'études, il peut être un peu frustrant. Et le Pluripro permet de lever cette frustration. Il permet de lever à travers notamment les protocoles pour gagner en compétences, avoir de la délégation et se rapprocher, parce qu'on en est encore malheureusement un peu loin, d'une pratique qui peut être celle du Québec, qui à mon avis, et je pense que Marie-Claude ne me contrariera pas, est probablement la pratique de pharmacie clinique la plus avancée au monde. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, parce que le but, c'est de faire envie aux pharmaciens, aux jeunes pharmaciens, aux plus anciens, de rentrer dans le Pluripro. C'est de dire qu'il faut y aller, parce que ça vaut le coup, parce qu'il y a de nouvelles compétences, parce que c'est très enrichissant, qu'on côtoie les collègues. Et autre chose qu'on peut faire qui est hyper intéressant, motivant, ce que pratiquent beaucoup aussi les pharmaciens québécois, je pense qu'il faut désormais parler de parcours patient. Et moi, je vois dans ma maison de santé, quand vous avez une certaine maturité, que vous avez mis en place ce genre de protocole, vous pouvez arriver à travailler carrément sur un parcours pluriprofessionnel en confiance.
En confiance, c'est ce qui existe au Québec, c'est-à-dire qu'on est sur la confiance. Et le parcours patient, c'est quoi? C'est le patient qui arrive avec une demande de soins non programmés ou autres au sein du secrétariat, et le secrétariat qui va orienter sa demande vers le bon professionnel. Ça sera le pharmacien, ça va être le médecin généraliste, l'infirmière de pratique avancée, le pédicure podologue, le kiné, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement valorisant, et ça ne peut être que fait en exercice coordonné. Donc, moi, je dis aux pharmaciens, allez-y, ayez de la créativité des idées. Il y a encore plein de choses à faire. Emmanuel a parlé de ce protocole hyper intéressant sur les médicaments. C'est très actuel, mais il y a encore plein de choses à faire. Donc, allez-y, soyez créatifs, lancez-vous et travaillez en pluripro. C'est un vrai facteur d'attractivité pour les jeunes aussi, parce qu'on sait que parfois on a un problème en France d'attractivité de la filière officinale. Oui. Qu'en pense la coprésidente d'Avec Santé au niveau national de ce type de prestations, de nouvelles consultations? C'est quelque chose que vous pourriez défendre auprès du ministère, de la CNAM? Alors, ce n'est pas quelque chose qui est en train d'être défendu, mais en tout cas... J'ai dit que vous pourriez défendre. Alors, vous pouvez vous exprimer à votre nom propre, si vous préférez. Effectivement, en tout cas, nous, on est là pour défendre une position de pluriprofessionnel, quoi qu'il en soit. Donc, on n'est pas là pour défendre les pharmaciens tout seuls dans leur officine, les infirmiers ou les médecins, mais c'est bien tous ensemble, et c'est là où on voit toute la plus-value qu'on a à gagner. C'est le thème de l'émission, mais c'est exactement ce que vous dites aussi au Québec. Nous, on parlait d'un professionnel qui serait un peu en appui, finalement, du médecin, du pharmacien, de l'infirmier, de pratique en fait chez les patients, mais qui serait là, voilà, un professionnel en fait qu'on va pas forcément nommer comme une infirmière dite d'équipe, ça c'est quelque chose qui hérisse un petit peu les poils, mais un professionnel qui serait là pour être au service de l'équipe et au service des patients. Et ça, c'est là où on voit toute cette organisation. Vous avez parlé d'infirmières cliniciennes. Donc les infirmières pratiques avancées arrivent de plus en plus là, dans les équipes, même si le modèle économique est encore un petit peu délicat. Mais voilà, l'idée de l'infirmière clinicienne ou du pharmacien clinicien ou des deux, parce qu'on peut très bien avoir besoin de tout ce petit monde-là. Et puis en fonction du territoire, en fonction aussi de la ressource qui se trouve sur les territoires, ça pourrait tout à fait être le cas et quelque chose en effet qu'on défendrait très facilement, puisque l'objectif, c'est bien l'accès aux soins et en plus en pluriprofessionnel. Donc, on est tout à fait dans ce champ-là. Alors, Marie-Claude Vanier, on a vu récemment que les prérogatives des pharmaciens ou les missions des pharmaciens vont encore s'élargir. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, en fait, on a la loi 67 au Québec qui vient d'être approuvée au Québec en novembre 2024. On attend toujours après les règlements finaux d'application, donc dans les prochains mois. Les pharmaciens d'officine aussi, parce que la loi n'est pas spécifique à un milieu de pratique ou pas, vont pouvoir faire de la prescription autonome au-delà de certains protocoles pour des problèmes de santé ciblés. Donc, comme vous, au niveau des cystites, par exemple, ou des problèmes cutanés légers, le pharmacien peut appliquer déjà des protocoles depuis plusieurs années. Mais la loi va permettre là, de prescrire aux pharmaciens d'officine et aux autres pharmaciens des médicaments pour des problèmes de santé courants ou pour des problèmes de santé chroniques déjà diagnostiqués mais stables. Alors, pour la première fois, on va sortir d'un cadre où il y a un certain nombre de problèmes de santé identifiés, où c'est permis aux pharmaciens. Et là, on va donner la latitude aux pharmaciens de prescrire dans le cadre de problèmes courants ou chroniques pour lesquels ils se sentent compétents. Alors ça, c'est vraiment une grande ouverture. Le but, encore là, est de mieux répondre aux besoins de la population et essayer de répondre là, aux besoins de tous les patients en utilisant chaque professionnel au maximum de ses compétences. On a l'entente de pratique avancée qui existait déjà dans la loi 31 qui a été votée
en 2021 et qu'on applique, qui va demeurer. Nous, on a considéré que les ententes de pratique avancées étaient probablement une des plus grandes avancées au Québec dans les dernières 25 années de l'évolution de la profession de pharmacien. Et c'est ce qui nous permet, dans nos GMF actuellement, nos maisons de santé, de faire ces ajustements de façon autonome. C'est que pour un pharmacien qui fait partie d'une équipe clinique, qui partage un même dossier clinique, on a la possibilité de faire une entente avec les médecins et infirmières praticiennes avancées de la clinique pour permettre une pratique avancée de prescripteur autonome. Ça peut spécifier différentes pathologies ou dans notre cas, et comme plusieurs GMF, on a la possibilité d'initier et d'ajuster tout médicament pour des problèmes de santé déjà diagnostiqués. La seule limite qu'on a, c'est l'amorce de substances ciblées comme des narcotiques, par exemple, ou des médicaments contrôlés comme des benzodiazépines. Alors ça va rester. Et la nouvelle loi donc, va permettre aux pharmaciens qui ont une maîtrise en pharmacothérapie avancée de même pouvoir prescrire pour des conditions diagnostiquées qui ne sont pas stables et qui sont plus complexes. Mais là, on pense dans la majorité des cas, à des pharmaciens qui pratiquent en milieu hospitalier et qui ont fait une formation complémentaire. Merci beaucoup. Juste pour conclure, Kevin Phalippon, cette approche territoriale et de confiance dans les professionnels de santé dans le cadre de protocoles pluriprofessionnels et de pratiques avancées, ça fait rêver? On a envie de ça? Ça fait toujours rêver. Moi, ce que j'aime beaucoup, surtout au Québec, c'est le pragmatisme et la confiance. On a toujours un problème d'accès aux soins, c'est le même que le Québec. On a un nombre de patients sans médecin traitant qui augmente. On a énormément de départs de collègues médecins. Et en fait, le Québec, face à ces mêmes problèmes, a su y répondre beaucoup plus rapidement. Et je crois qu'aujourd'hui, il serait temps qu'on s'y mette. Et on a les outils pour. L'exercice coordonné, c'est un outil très, très, très favorable pour mettre en place ça de façon sécurisée. C'est-à-dire que le but, c'est de faire mieux, mais sans dégrader la qualité de soins. Et ça, c'est très important. Et je pense que le pharmacien, avec son équipe, mais tout comme l'infirmière libérale, c'est pareil, l'infirmière libérale qui n'est pas, pour l'instant, peut toujours pas primo-prescrire des pansements, elle qui est pourtant l'experte de la plaie, pour moi, il y a quand même encore un souci. Mais c'est pareil pour le pharmacien. Je pense que le pharmacien, il a beaucoup de compétences. Pour l'instant, il n'a aucun droit de prescription comme Marie-Claude de biologie médicale. Je pense que pour des choses simples, on pourrait le faire. Je pense qu'on ne dégrade pas la qualité. Et parce que aussi, il faut le dire, on n'en a pas parlé, mais on est soudés autour d'un logiciel Pluripro, qui est un outil très puissant. Les Canadiens l'utilisent, les Québécois l'utilisent aussi. Et donc, tout ça se permet d'être très fluide dans un bon parcours de soins. Merci beaucoup. Merci à nos experts pour leurs commentaires. Merci au professeur Vanier pour cet exemple. On le voit bien, ensemble, en pluriprofessionnel, on peut faire mieux, on peut faire plus vite, on peut même faire moins cher. Un pour tous, tous pour un, ça marche. Au revoir.